Bienvenue dans le débat de France 24. On avait suivi avec intérêt leurs échanges. On s'était un peu ennuyé aussi, il faut le reconnaître. Parfois noyé dans les chiffres. C'était il y a 3 semaines, le débat entre les 7 candidats à l'investiture de la droite et du centre à la présidentielle ici en France. Premier du genre, on n'avait encore jamais assisté à un pareil exercice parmi les héritiers du gaullisme où, selon l'adage de Jacques Chirac, un chef c'est fait pour cheffer et silence dans les rangs. Changement d'époque donc. Et ce soir, rebelote avec le deuxième débat avant la primaire qui aura lieu, je vous le rappelle, le 20 novembre prochain. Pour en parler avec nous, Pierre-Yves Bournazel, conseiller Les Républicains de Paris. Vous êtes porte-parole d'Alain Juppé. Bonsoir. Bonjour. Face à vous, Nadia Amour, secrétaire national Les Républicains à l'intégration. Vous êtes soutien, vous, de Nicolas Sarkozy à la primaire. Bonsoir. Hélène Pilichowski, parmi nous également, éditorialiste politique. Et enfin, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonsoir. Bonsoir. Les 7 candidats ont donc rendez-vous à Salvagram à Paris. Ce sera dans un peu plus d'1 heure maintenant, en direct sur BFM TV et iTélé pour le deuxième des 3 débats prévus avant le premier tour. Juste pour info, un 4e débat aura lieu, lui, entre les 2 tours. Ce sera le 24 novembre, à 3 jours du second tour de la primaire. Nadia Amour, qu'attendez-vous de ce deuxième débat ? Alors, ce que j'attends de ce second débat, c'est qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Je pense que le premier débat était l'occasion pour les Français peut-être de découvrir des candidats, de redécouvrir des candidats. Et ce second débat, pour moi, je pense que c'est vraiment l'occasion de rentrer dans le programme de chacun des concurrents à cette primaire de la droite. Il est heureux d'être là, Nicolas Sarkozy, parce qu'on n'avait pas finalement eu vraiment ce sentiment lors du premier débat. Bien sûr qu'il était heureux. On l'avait trouvé un peu, il montrait une forme d'agacement par moment. Non, c'est vous qui le dites. Non, il est tout à fait serein, tout à fait calme et tout à fait ravi de participer à ce second débat. Ce sera l'occasion aussi pour lui d'expliquer peut-être plus en détail les différents axes de son programme. Pierre-Yves Bournazel, même question. Qu'attendez-vous, vous, de ce débat et plus particulièrement, bien sûr, pour le candidat que vous soutenez, Alain Juppé ? On attend au débat la clarté du projet pour la France. La capacité à démontrer qu'on peut rassembler des Français derrière des projets de réforme, et puis la méthode de gouvernement, comment on va gouverner. Avec Alain Juppé, il y a une méthode de gouvernement qui est prête, notamment agir sur les questions économiques et sociales pour redresser notre pays. C'est les ordonnances dans les 3 premiers mois. C'est ensuite des réformes dans la première partie du quinquennat, la réforme de l'école, la réforme de la formation professionnelle, un certain nombre de réformes qui permettront à notre pays de reprendre le chemin de la croissance économique. Et puis la capacité aussi, je crois, dans ce débat, à comparer les tempéraments, les caractères des candidats et voir celui ou celle qui est le plus à même, moi je crois que c'est Alain Juppé, rassembler les Français, les fédérer et être l'homme de la nation. Il ne va pas forcément chercher à se démarquer, Alain Juppé. C'est le sentiment qu'on avait eu lors du premier débat où finalement, à aucun moment il avait cherché la confrontation directe avec aucun des 6 autres candidats. Il ne veut pas insulter éventuellement les ralliements possibles entre les 2 tours. Non, mais le sujet c'est de vouloir se préparer à la fonction. Alain Juppé est prêt à assumer la fonction présidentielle. Il veut convaincre un maximum de Français. Pour ça, il faut être calme, serein, mais déterminé à convaincre les Français. Hélène Pilichowski a un mot de ce qu'on attend de cette soirée et de la manière dont elle sera organisée. Juste sur le dispositif, les candidats ont demandé moins de caméras. On essaiera de comprendre pourquoi. Est-ce que ça avait posé un problème quelconque lors du premier débat ? Et puis la configuration, puisque elle sera légèrement différente. Cette fois, la seule femme en lice, Nathalie Kosciusko-Morizet, au hasard du tirage au sort, se retrouvera elle au centre finalement des débats. Encadrée, on va le voir, je pense, en images, encadrée donc par Bruno Le Maire et Nicolas Sarkozy. Aux ailes, à la droite de l'écran, ce sera Jean-Frédéric Poisson et Jean-François Copé. À la gauche, François Fillon et Alain Juppé. Position centrale, donc on le voit pour Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet et Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça fera une différence quelconque, d'après vous ? Je ne sais pas si ça joue autant que ça. Moi, je trouve que c'est très bien, puisque c'est la seule femme qu'elle se retrouve au centre, c'est plutôt pas mal. Pas comme un objet de décoration, bien évidemment, mais je trouve que ça peut être assez harmonieux. Bon, mais à mon avis, c'est secondaire. Pour... Je veux dire qu'elle avait capté la lumière lors du premier débat. On aime, on n'aime pas, mais en tout cas, elle s'était distinguée, on l'avait remarqué. Oui, Nathalie Kosciusko-Morizet capte très bien la lumière, c'est une très belle femme, elle s'exprime très bien, donc tant mieux si elle honore le sexe dit faible lors des débats. Je suis très heureuse. S'agissant des positions respectives des favoris, le fait d'avoir à nouveau Nicolas Sarkozy dans une position assez centrale, et cette fois, Alain Juppé et François Fillon, c'était déjà le cas d'ailleurs pour lui lors du premier débat, sur les côtés. Est-ce que ça change quoi que ce soit ? Je crois que les téléspectateurs regardent les relations qu'ils ont entre eux pendant le débat, c'est-à-dire les regards, les positions, les expressions du visage. Tout ça est très très important. Et au moment où la caméra se focalise sur un visage, sur une personne, on regarde justement comment est cette personne à
cet instant-là, au moment où il parle? Est-ce qu'il a le regard agressif? Est-ce qu'il, comme Nicolas Sarkozy la dernière fois, on avait le sentiment qu'il se cramponnait à son pupitre pour ne pas exploser? Il avait l'air de bouillir. Ah, si, il avait l'air vraiment de bouillir et de serrer les dents très fort pour ne pas agresser. Souriant, disons qu'il c'est vrai qu'il était moins chiant que Jean-François Copé, qui lui avait l'air ravi d'être là. Alors, lui, oui, tout à fait, mais on sentait quand même qu'il y avait une certaine agressivité rentrée, justement, et prête à exploser. Il était concentré. Il était concentré, tendu vers son objectif. On peut dire ça comme ça. Donc cette fois-ci, je crois qu'ils ont demandé un tout petit peu plus de temps de parole. C'est-à-dire que c'était limité à 30 secondes. Ah bah pardon. Non, mais vous faites bien d'avoir cette question. C'était limité à 30 secondes, c'était terrible, si vous voulez. Nous, on le voit bien quand on est sur les plateaux déjà, vous voyez, quand on nous coupe la parole au bout de 3 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est que 30 secondes? Vous imaginez un peu? Je vous donne le temps de parole, Hélène. Donc là, ça sera 1 minute à la place de 30 secondes. Bon, c'est pas une grosse différence, mais c'est déjà ça pour eux, je pense, oui. Frédéric Dabi, on avait le sentiment d'un débat un peu corseté en tant que simple téléspectateur, la première fois. Je ne sais pas si c'est le sentiment que vous avez eu vous aussi. Est-ce que là, les règles du jeu vont changer un peu les choses ou pas? Je ne le sais pas. Il a été corseté sur la première partie, sur les mesures économiques. Dès qu'on a parlé au moment de la pause publicitaire, après des affaires, là on a eu des vrais moments, il faut le dire, d'émotion, de tension. L'échange Bruno Le Maire, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, remet à sa place Jean-François Copé, sur tu n'as décidé de rien, sur l'affaire de la burqa. Tu n'étais pas en mesure d'imposer quoi que ce soit au président de la République. C'est vrai et au qu'on Premier est ministre. sur une primaire de candidats qui se ressemblent. C'est la primaire de la droite et du centre. On est sans doute sur une logique, une double logique de distinction entre les différents candidats. Et certains vont chercher la distinction. Bruno Le Maire, qui n'aurait pas réussi le premier débat, mais les enquêtes d'opinion n'ont pas donné une dynamique en sa faveur, mais plutôt une véritable stabilité, une logique de surenchère aussi. Donc c'est cela dans un contexte où, parce qu'on est face à une offre électorale relativement homogène, on le voit dans les enquêtes, et c'est ce qui rend difficile la mesure du rapport de force, une possibilité de volatilité, de fluidité entre les différents candidats. Il y a, dans les enquêtes IFOP fiduciales, presque 3 électeurs sur 10. Certains d'aller voter, qui déclarent encore pouvoir changer d'avis. Rappelons-nous ce qui s'est passé en 2011 par homothétie, par symétrie, à l'issue des 3 débats. Érosion des votes en faveur du favori, forte érosion. On parle du Parti socialiste. Tout à fait, François Hollande. Effondrement de Ségolène Royal et dynamique en faveur d'Arnaud Montebourg. C'est peut-être ce type de scénario qui pourrait se produire. Nadia Amour et Pierre-Yves Mondazzi, je vous demanderai de réagir justement. Est-ce que finalement on parle sans arrêt d'un match Sarkozy-Juppé? Est-ce que ça laisse un espace pour des ajustements possibles? Parce que c'est vrai, beaucoup de gens avaient pointé la bonne performance de François Fillon lors du premier débat et la relativement moins bonne performance de Bruno Le Maire. Alors il n'y a pas eu réellement de changement parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'espace d'oxygène en dehors de finalement ces 2 favoris qu'on nous Moi, présente. je pense qu'il ne faut pas trop regarder les sondages. On est à 3 semaines du premier tour. On a des tendances qui se dégagent, mais les surprises sont possibles. Vous n'y croyez pas, vous? Vous pensez qu'il est impossible de mesurer le corps électoral qui se mobilisera le jour de l'élection? C'est difficile parce qu'on a vu dans les différents sondages qui ont été réalisés que... les questions qui étaient posées aux personnes, certaines ne savaient pas qu'il y avait des primaires et ne connaissent pas l'endroit où, enfin, les lieux de vote, les bureaux de vote. Donc, tout ça, pour moi, c'est encore assez confus. Et on ne peut pas, eu égard à ces sondages, vraiment tracer une ligne qui permette de faire émerger 1 ou 2 candidats. C'est encore si je puis dire. J'imagine que vous ne criez pas victoire pour l'instant, bien sûr, mais enfin, vous y croyez, vous, à ces sondages? Une élection n'est jamais jouée tant que les Français ne se sont pas exprimés. Et donc, moi, je fais confiance au jugement du peuple français. Chaque Français, d'ailleurs, qui est inscrit sur la liste électorale, peut venir voter et exprimer son choix. C'est peut-être un peu l'intérêt de votre candidat, d'ailleurs, que chaque Français vienne voter. Plus nous aurons de Français qui iront voter, plus le candidat sera légitime. Et donc, il faut se réjouir qu'il y ait du monde. Pardon, mais Nadia Amour aussi, vous souhaitez une très large mobilisation au-delà même de votre camp? Alors, c'est une primaire de la droite et du centre. C'est-à-dire que c'est une primaire qui doit permettre de dégager un candidat pour l'élection présidentielle. Et c'est voilà, ce sont les personnes, les électeurs, les Français qui se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre, qui sont amenés à s'exprimer par le vote. Donc, au-delà, je ne sais pas, puisque c'est un programme La question est très simple. C'est bien de dire d'ailleurs la droite et du centre, parce qu'il ne faut pas oublier que si on veut gagner, c'est la droite
et le centre. Et les déçus de François Hollande, pourquoi pas? Et les déçus de Marine Le Pen? Mais évidemment. Parce que si on considère que ceux qui ont voté pour M. Hollande en 2012 et qui sont déçus ne doivent pas venir voter, alors à ce moment-là, on ne gagnera pas la présidentielle. Le but d'une élection, c'est de faire venir les déçus du président de la République voter, choisir leur candidat. Si vous ne voulez pas de l'impasse de M. Hollande, ni de l'impasse de Mme LePen, alors vous devez venir voter pour choisir votre candidat. Car si on ne le choisit pas, indépendamment de votre pédigré, de le subir. Indépendamment de votre pédigré, je dirais, en matière de vote. C'est la liberté de conscience. Vous voulez l'alternance ou vous ne la voulez pas? Si vous la voulez, il faut venir voter. Tout de même, il y a quand même des conditions pour pouvoir voter. La première, c'est évidemment de payer 2 €, c'est-à-dire de renflouer les caisses des Républicains. Je vois mal un candidat de gauche... C'est pas une énorme barrière à l'entrée. Non, ensuite, il y a une charte. Il y a une charte qui précise que l'on adhère aux valeurs de la droite et du centre et où on est pour l'alternance. Des valeurs de la droite et du centre républicaine. Oui, mais avant tout, des valeurs de la droite et du centre. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui souhaitent l'alternance dans notre pays. J'espère qu'ils sont des millions. Mais c'est vrai qu'on n'est pas électeur de droite à vie et qu'on peut avoir voté dans le passé pour Donc je ne crois pas à une mobilisation massive des électeurs de gauche. Sauf qu'il y a une spécificité de la primaire, c'est pas tout à fait la même chose que la véritable élection. J'entends quand vous dites dans une élection, etc. C'est pas tout à fait ça. Vous avez employé le terme de désigner. La primaire est faite pour désigner celui qui va aller à l'élection. C'est un petit peu différent. Et on voit à quel point la primaire a confisqué quelque part l'élection. Enfin, moi, c'est ce que je ressens terriblement, si vous voulez. Dans la passion de ceux qui sont engagés, nous ne sommes que des observateurs, mais dans la passion que vous mettez, tout ça, on comprend très bien que là, on sait pertinemment qu'il y a de très grandes chances que le vainqueur, le 27 novembre, le vainqueur de la primaire de la droite a de très grandes chances de faire désigner par 1 ou 2 millions de personnes. Venez tous, les gens de gauche, de droite, nous avons les bras ouverts. Non, mais c'est ça. Frédéric David, nous avons les bras ouverts, alors qu'en fait, c'est pas tout à fait ça. Là, c'est interne. Je vais préciser, les bras ouverts à toutes celles et tous ceux qui souhaitent l'alternance. On a bien compris. Et qui adhèrent aux valeurs de la droite et du centre. Primaire de la droite. Oui, parce que d'un côté, on a les primaires de l'alternance, de l'autre côté, on a les primaires de la droite et du centre. C'est pas exactement la même chose. Dans les enquêtes d'opinion qui sont faites, l'IFOP interroge presque 8 à 10 000 personnes pour avoir ces électeurs tout à fait certains. Bien sûr, nous ne posons pas la question est-ce que vous allez voter à la primaire. Nous rappelons, et vous le disiez, les conditions d'accès. Oui. Et il y a une sorte de focale médiatique sur ces fameux électeurs de gauche qui viendraient voter. L'électorat ultra majoritaire tel que l'IFOP et Fiducial le mesure de cette primaire, à presque 3/4, ce sont des électeurs de droite et du centre. Sûr. Sur 100 électeurs tout à fait certains, nous avons 9% d'électeurs de gauche. Ce n'est pas rien. Ça pourrait faire la différence. Il pourrait y avoir même une surmobilisation au deuxième tour. Mais de manière encore plus forte que la primaire socialiste a très peu concerné l'électorat de droite, la primaire de la droite et du centre va de manière très majoritaire concerner des électeurs qui se déclarent en termes de proximité partisane, proches du MoDem, du UDI, des Républicains, voire de Debout la France. Et c'est une élection qui concerne les électeurs de droite, et c'est la raison pour laquelle ils vont voter pour un programme de droite. Est-ce qu'il ne va pas mobilise pour un programme de droite. Il n'a pas échappé que tous les candidats sont de droite, puisqu'ils ont servi des gouvernements, peu de responsabilité. On a quand même des divergences de Ce qui est important, c'est les Français qui vont nous regarder ce soir. Et ces Français-là qui vont regarder le débat vont se dire, est-ce que je veux l'alternance? Est-ce que je veux reconduire M. Hollande ou est-ce que je veux favoriser Mme Le Pen ou est-ce que je veux vraiment l'alternance de la droite et du centre qui respecte les valeurs républicaines? Si oui, je veux cette alternance-là, alors je vais choisir mon candidat pour ne pas avoir à le subir. Ça, c'est cette liberté. Ce n'est pas que les valeurs républicaines, les valeurs de la droite et du centre, ce n'est pas la même chose. Les Français vont aussi regarder toute la nuance celui qui est le plus capable de rassembler les Français, parce que beaucoup de Français savent que pour réformer, il faut d'abord rassembler les Français. Car celui qui divise les Français, celui qui clive en permanence, est impuissant à agir. Vous pensez à qui? À personne. Je compare les candidats. Chacun va faire l'effort. On n'aura pas eu à faire beaucoup d'efforts d'imagination, en l'occurrence. Je veux juste terminer. Celui qui divise et qui clive est impuissant ensuite à agir pour réformer le pays. Et je crois que beaucoup de Français ont compris, au-delà des clivages politiques habituels, qu'il y a des réformes essentielles à faire pour redresser notre pays et qu'avec un seul mandat pour Alain Juppé, eh bien, il ne sera pas obnubilé par une éventuelle réélection, mais par la volonté d'agir. Celui qui clive se coupe d'une certaine manière des possibilités d'agir en se mettant à dos, on l'aura compris, la moitié du pays, c'est ce que vous voulez dire, Frédéric Bournazel. Non, mais je ne me fais que reprendre la question. Non, je ne pense pas que le candidat que je soutiens, en tout cas, n'est pas dans une logique de cliver, il est dans une logique de répondre et de aux clarté, inquiétudes des semble-t-il. Français. En tout cas, ce sont ces termes.
Lui, ce sont ses termes, il évoque la clarté. Oui, mais sans violence, on peut cliver. Disons que lui est dans une logique de gagner le premier tour de la primaire, ce qui est un tout petit peu différent de celui qui vise, si vous voulez, la gouvernance future. Le but de Nicolas Sarkozy, c'est de créer une dynamique de premier tour. Ah ben bien sûr. Oui. C'est évident. C'est pour ça qu'effectivement, il clive, parce qu'il est franc. Il a en tête le schéma gagnant de 2007, où il a très nettement devancé l'élection présidentielle Ségolène Royal. Il a créé une dynamique irrésistible. Ça ne s'est pas passé comme ça en 2012, parce qu'il n'a pas été premier. Il a été devancé par François Hollande. Petite question au sondeur. Si Nicolas Sarkozy d'aventure avait été premier, et un certain nombre de sondages le donnaient en tête au premier tour, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, même si tous le donnaient battu beaucoup plus nettement qu'il ne l'a été au deuxième, mais s'il était arrivé en tête du premier tour, aurait-il gagné? Il n'y a eu aucun sondage qui a quelques jours du premier tour qui a donné Nicolas Sarkozy. Oui, alors peut-être 2 semaines, 2-3 semaines. Oui, j'ai pas vu ça, moi non plus. Il y a eu beaucoup d'inversions de compte, parce que ça s'est joué, on va faire un point historique, qui a 800 000 voix entre les deux, ça s'est joué à rien. Mais c'est vrai que pour pouvoir créer une dynamique, à minima, il faut être en tête au premier tour et créer un écart avec le deuxième. Là, dans les enquêtes, ce qui est plutôt encourageant pour Nicolas Sarkozy, c'est qu'auprès du cœur de cible, auprès des sympathisants républicains, il est devant Alain Juppé, mais il est, si je puis dire, noyé par des électorats plus périphériques, gauche-centre, qui fait qu'aujourd'hui, même si l'écart dans les enquêtes IFOP s'est resserré, on a une avance en faveur d'Alain Juppé. On va parler des thèmes de ce débat dans la deuxième partie de notre débat à nous. Simplement, un dernier point pour bien clarifier les choses. Entre Pierre Bournazel qui parle des primaires de l'alternance et Nadia Amour qui nous parle des primaires de la droite et du centre. Frédéric Dabi nous dit... Oui, alors on va préciser. Frédéric Dabi on a quand même des valeurs qui nous différencient de la gauche. Bien sûr, mais si vous êtes de gauche, vous n'êtes pas pour l'alternance. Frédéric Dabi nous parle d'en gros presque 10% éventuellement d'électeurs de gauche qui pourraient se déplacer sur 100 électeurs, mais sur 100 électeurs, 10 viendraient de la gauche. Voilà. 8% d'électeurs, tout à fait certains. Dans le cas d'une élection très serrée au second tour, c'est-à-dire en gros moins de 2 points d'écart entre les candidats, si c'est du 51-49, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces 10 électeurs de gauche sur 100 puissent être pris comme prétexte par le candidat défait pour dire j'y vais quand même? Il faut compter ceux du Front National qui vont venir voter. Les règles n'ont pas été respectées. Certains vont chercher les électeurs du Front National. Quand vous dites si vous êtes de gauche, vous n'êtes pas pour l'alternance, je trouve que vous avez l'air très content de votre argument, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que je veux dire par là que on peut choisir la manière dont on gagne, dont on promeut l'alternance. Je veux dire par là, ça veut dire que c'est vous qui êtes le seul propriétaire de la manière dont on peut organiser l'alternance. C'est ça que vous venez de dire. Ah si, je suis désolée. Si on considère que M. Hollande a réussi, si on pense que c'est un bon président de la République à l'intérieur de la primaire, et qu'on considère que c'est la gauche qui doit l'emporter en 2017, effectivement, je pense qu'on n'a rien à faire à cette primaire. Mais Nicolas Sarkozy est fondamentalement pour l'alternance, ça n'empêche pas de ne pas vouloir des électeurs de Hollande en revanche en 2012, et qu'on est déçu du bilan de M. Hollande, et qu'on aspire à l'alternance et au changement dans notre pays, et qu'on pense qu'il y a un candidat qui peut incarner cette alternance-là, alors on est libre d'aller voter si on respecte les valeurs républicaines de la droite et du centre. On essaiera justement de dissiper éventuellement, ou au contraire d'approfondir ces nuances pour mieux les comprendre dans la deuxième partie de notre débat. Restez avec nous.